Allez, on va pouvoir commencer et puis on laissera, voilà, les personnes qui nous rejoignent, prendre, au fil de l'eau. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette rencontre santé Je dis stop. Chez moi, je dis stop aux polluants, donc un air, plus sain dans mon logement. Je me présente, donc je m'appelle Laure Pressoir, je suis chargée de prévention et conseillère médicale en environnement intérieur à la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Donc je suis en charge de l'animation de cette rencontre santé. Je vais tout de suite laisser la parole à Bruno Forest, qui va, ouvrir cette rencontre et puis, vous donner plus d'éléments de contexte sur, qui nous sommes, la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Merci Laure. Bonjour à toutes et à tous, hein. Merci pour votre présence ce soir. Alors je me présente, moi Bruno Forest, je suis administrateur de la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté et je suis également le président de la délégation territoriale Côte d'Or, Yonne et Nièvre. Donc vous assistez aujourd'hui, comme l'a dit Laure, à une rencontre santé sur le thème Chez moi, je dis non aux polluants. Je vais vous faire une présentation rapide de la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, de ses missions et plus particulièrement tout ce qui concerne la prévention, promotion de la santé. Alors, ce slide-là, donc la Mutualité française, elle représente la fédération de la Mutualité française, la fédération nationale de la Mutualité française au niveau régional. Et bien sûr, elle est le porte-parole des mutuelles et unions mutualistes sur ce territoire auprès des instances institutionnelles, des élus, des différents acteurs locaux, que ce soit les associations, que ce soit les organisations syndicales et les collectivités. Elle a deux missions essentielles. Donc, première mission, de représenter et de défendre le mouvement mutualiste en région. Et deuxième mission, d'agir en matière de prévention et de promotion de la santé. Donc, la mutualité et les mutuelles, hein, d'abord, sont des sociétés de personnes à but non lucratif, hein, sans actionnaires et dotées d'une gouvernance élue par les adhérents. Donc, la mutualité française constitue une composante majeure de l'économie sociale et solidaire aux côtés des associations et des coopératives. Par son action en faveur de l'accès aux soins et à la prévention, la mutualité est un acteur de référence sur toutes les questions de protection sociale, de santé et de solidarité, et elle défend un système de sécurité sociale au plus haut niveau. Donc, au travers de la mission de représentation et de défense du mutualisme en région, donc, nous sommes partie prenante de toutes les politiques régionales de santé, où des élus mutualistes siègent dans les différentes instances de santé et de protection sociale, locales ou régionales, que ce soit l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, les CPAM, donc les caisses primaires d'assurance maladie, ou le CESER, je n'ai plus en tête, voilà, le CESER, donc c'est le Conseil économique, social, environnemental et régional. Donc sur l'autre slide, là, voilà, donc la mutualité française sur notre région, hein, donc région Bourgogne-Franche-Comté, fédère 123 mutuelles adhérentes à la mutualité, donc ce qui représente environ 48% de la population bourguignonne. Et également, donc 12 000 personnes participent à des actions chaque année, d'actions de prévention. Donc, on est un acteur de prévention donc sur la deuxième mission, acteur de prévention, promotion de la santé dans le territoire. Donc, la mutualité dispose d'une expertise en matière de prévention de la santé, reconnue par l'écosystème départemental et régional. Et on met en place plusieurs actions de prévention, et notamment donc, sur l'année 2022, 800 actions de prévention et promotion de la santé par an, ce qui a rassemblé 12 000 participants. Au premier semestre 2022, donc, sur l'ensemble des actions menées, les bénéficiaires donc, de ces actions ont ainsi exprimé un taux de satisfaction de 8,7 sur 10 au niveau de ces actions. Merci Laure. Sur l'autre slide, voilà. Donc, sur cette mission de prévention et promotion de la santé,
Donc, l'Union régionale s'appuie donc dispose de compétences diversifiées et complémentaires, donc que ce soit des diététiciens, des professeurs d'activité physique adaptée, des gérontologues, des ingénieurs alimentation et santé, et un réseau de plus de 180 professionnels de santé, que ce soit dentistes, médecins, nutritionnistes, réflexologues, naturopathes, psychologues, etc. Donc, depuis 2017, notre secteur activité prévention de la santé est certifié ISO 29001 V 2015 pour la qualité de ses actions. Et depuis 2022, l'action de l'activité de la formation de l'Union régionale est certifiée Qualipio. Voilà, sur quelques thématiques rapides de prévention où la mutualité française Bourgogne-Franche-Comté agit, donc l'alimentation, l'activité physique, la santé environnementale, la santé mentale, le grand âge et l'autonomie. Voilà, donc les différentes actions, vous les avez sur le slide. Voilà, je vais laisser la parole sans plus tarder à Laure, donc notre collaboratrice en charge de cette animation ce soir. Merci bien. Merci, Monsieur Forest. Quelques éléments pratiques vis-à-vis de la plateforme Zoom. Donc, vous avez normalement à disposition le chat pour pouvoir vous exprimer, poser toutes vos questions. Donc, je vais essayer de suivre en parallèle. Pour rendre nos échanges un peu plus interactifs, je vous soumettrai quelques sondages, quelques questions à répondre, voilà, pour avoir votre retour pendant l'intervention. Et en fin de webinaire, je vous enverrai dans le chat un lien vers un questionnaire en ligne à compléter qui nous permet d'évaluer nos actions et voilà, de toujours améliorer ce que l'on peut proposer. Alors, cette rencontre santé donc d'une petite heure a pour objectif de faire le point sur les polluants présents dans nos maisons, pouvant impacter sur notre santé. On va voir ensemble quels sont ces polluants et quelles sont bien entendu les alternatives nous permettant de les limiter et de vivre dans un air plus sain. Alors, pour commencer, quelques éléments de contexte. Donc, c'est une thématique qui s'inscrit, la qualité de l'air intérieur, c'est une thématique qui s'inscrit dans un programme plus global qui est la santé environnementale. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donc, en a donné une définition qui comprend donc, les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés à la fois par différents facteurs, donc des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux, esthétiques de notre environnement. Et elle concerne également toutes les politiques et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle, mais aussi de prévention de ces facteurs environnementaux qui sont susceptibles d'affecter notre santé et celle aussi, la santé des générations actuelles et la santé des générations futures. Donc, vous l'aurez compris, c'est en résumé l'impact de notre environnement sur notre santé, donc l'impact de ce qui nous entoure sur la santé. Nous ne sommes pas tous égaux, malheureusement, face voilà, à ces différentes expositions, aux différents polluants que l'on retrouve autour de nous. Mais l'OMS voilà, déclare que l'environnement est la clé d'une meilleure santé. Alors, pourquoi s'intéresse-t-on de plus en plus à cette thématique? Tout simplement parce que c'est un enjeu de santé publique. Voilà, un environnement sans danger, sain et protecteur est indispensable pour que, plus particulièrement, les enfants puissent grandir et se développer donc normalement et en bonne santé. Voilà, on observe aussi d'autres publics qui peuvent être vulnérables. Donc, on l'a dit, les enfants, mais aussi les femmes enceintes. Et on observe une augmentation effectivement des maladies chroniques, mais aussi des allergies. Donc, un environnement sain et favorable au bon développement de l'enfant, c'est aussi un gage de la santé de l'adulte qu'il deviendra, avec notamment sa capacité à avoir à son tour des enfants qui soient en bonne santé. Donc ça, c'est toute la problématique autour des perturbateurs endocriniens qui font partie de la qualité de l'air intérieur, on va dire. Ce n'est pas le sujet forcément que l'on va développer ce soir, mais voilà, cette thématique-là, elle est aussi avec un enjeu très fort. Alors, quand on parle d'augmentation des maladies chroniques, on parle de quoi? On parle
notamment des cancers qui, en l'espace de 30 ans, donc entre 1982 et 2017, a quasiment doublé. En 2017, voilà, l'INCa indiquait que près de 400 000 nouveaux cas chaque année en France métropolitaine étaient diagnostiqués. Les problématiques d'allergie aussi sont en forte augmentation. Dans les années 70, on dénombrait en France métropolitaine 2 à 3 de la population souffrant d'une allergie. Actuellement, on est à 25-30 Donc, quand on parle d'allergie, on parle de problématiques d'asthme, d'eczéma, des symptômes de rhinite, de conjonctivite, mais aussi d'allergie alimentaire, plus particulièrement notamment chez les enfants. Et puis, on observe aussi toute une forte augmentation donc, de pathologies comme l'obésité, mais aussi d'autres problématiques, diabète ou autres. Donc, toutes ces maladies chroniques sont... Alors, pour la question de l'obésité ou du diabète, l'alimentation est un facteur déterminant, mais pas uniquement. L'environnement a un rôle aussi primordial. Quand on s'intéresse un peu plus à l'allergie, donc c'est la 4e maladie dans le monde, une personne sur 3 née après 1980 est allergique. Et quand on observe effectivement cette évolution, donc je vous ai dit dans les années 70, c'était 2 à 3 de la population allergique. D'ici 2050, les chercheurs estiment que quasiment la moitié de la population mondiale pourrait être affectée par au moins une pathologie allergique. Donc une personne sur 2. Voilà. En sachant que la spécialité de l'allergologie a été reconnue en tant que telle voilà, depuis 2016, il me semble. Mais le diagnostic, donc forcément les diagnostics d'allergie sont plus faciles aussi à mettre en place et on diagnostique plus facilement une allergie, mais le seul diagnostic ne suffit pas à expliquer cette forte augmentation. Et l'environnement a aussi un rôle important à jouer. Alors, si on s'intéresse à une composante en particulier de notre environnement, notamment la qualité de l'air intérieur, donc c'est le sujet du jour, quels sont les polluants que l'on retrouve dans notre maison? Qu'est-ce qui peut polluer l'air de notre logement? Avant de s'intéresser justement aux polluants, juste une question très globale que je vais vous soumettre du coup dans le sondage, via un sondage. Selon vous, l'air intérieur est moins pollué que l'air intérieur, l'air extérieur, pardon, il y a une erreur sur le diapo, de qualité équivalente à l'air extérieur ou plus pollué que l'air extérieur. Voilà, je vous laisse. Normalement, vous avez pu voir, j'ai lancé le sondage. J'ai déjà du coup 8 personnes qui répondent. Donc selon vous, l'air intérieur est moins pollué que l'air extérieur, de qualité équivalente ou plus pollué? Alors, c'est encore en train de répondre. Je vous laisse le temps. 11 personnes. Alors, si c'est tout bon pour vous, voilà, je vous partage les résultats. Donc, selon voilà, la majorité des personnes présentes, l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur et effectivement, on est là-dessus. L'air intérieur est davantage pollué que l'air extérieur, puisqu'effectivement, il est 6 à 8 fois plus pollué, donc d'après l'ADEME. Là, on voit effectivement sur ce graphique une comparaison entre voilà, différents polluants chimiques que l'on retrouve beaucoup plus dans nos logements qu'à l'extérieur. Certains, d'ailleurs, ne sont présents qu'à l'intérieur, du fait justement des sources potentielles qui peuvent émettre ces polluants qui sont davantage dans nos logements, donc que ce soit le mobilier, les éléments de construction, les produits utilisés au quotidien.
Et donc, ces substances-là, ces différents polluants agissent individuellement, mais font aussi ce qu'on appelle un effet cocktail. Voilà, donc nous ne sommes pas exposés qu'à un seul polluant. Alors, une fois qu'on a parlé rapidement des différents polluants existants, donc juste pour revenir en arrière, le plus connu peut-être, c'est le formaldéhyde qu'on retrouve en plus grande quantité justement. Donc, il fait partie des composés organiques volatiles qu'on va retrouver notamment au niveau du mobilier, au niveau voilà, des produits d'entretien. Alors, quelles sont, selon vous, du coup, les sources de pollution? Donc, il y a les polluants, c'est-à-dire les molécules et les polluants chimiques et les allergènes. Mais ces substances-là proviennent de sources. Et quelles sont ces sources de pollution, justement? Donc, je vais vous laisser, là, je n'ai pas fait de sondage, je vais vous laisser afficher vos réponses dans le chat. Si vous avez voilà, la possibilité de renseigner directement dans le chat, donc quelles sont selon vous les sources de pollution au sein du logement? Alors, les peintures, les meubles, les produits ménagers, les plantes, les revêtements, effectivement, que ce soit revêtements de sol, les revêtements muraux, les canapés, les animaux, point d'interrogation. Effectivement, ils font partie de la qualité de l'air intérieur. En tout cas, ils font partie de nos logements. Donc, ils peuvent impacter sur la qualité de l'air intérieur, les déodorants. Donc là, on passe plus effectivement au niveau de la salle de bain, les produits ménagers, les ustensiles de cuisine. On peut effectivement se promener dans toutes les pièces et voilà, observer différentes sources de pollution, le chauffage, les bougies, les acariens. Alors du coup, pour vous apporter des éléments de réponse, effectivement, les sources de polluants, les sources de pollution dans notre maison sont diverses et variées. Donc l'activité humaine déjà, donc de par nos comportements au sein du logement, que ce soit le tabagisme, les activités d'entretien, donc le ménage, voilà, vous en avez parlé, les activités de cuisine, le bricolage, les parfums d'intérieur, le simple fait d'occuper le logement, hein, donc par les animaux, les plantes, mais aussi la présence humaine. L'environnement extérieur va aussi impacter sur nos logements. Et puis tout ce qui fait le bâti, donc les matériaux de construction, de décoration, et puis les équipements avec les éléments d'ameublement, mais aussi tout ce qui est en lien avec la ventilation, les éléments liés à la ventilation et aux appareils de combustion et voilà, de chauffage, vous l'avez cité. Alors, que peut-on faire? L'idée n'est pas de tout supprimer, hein, notre logement nous abrite des intempéries, mais voilà, il y a des sources de pollution qui ne sont pas forcément visibles, mais sur lesquelles on peut agir et plus ou moins facilement. On peut agir à la fois sur ce qu'on appelle les paramètres de confort, température et taux d'humidité, parce que ces facteurs-là, hem, vont hem, agir sur l'émission des polluants chimiques. Voilà, plus un logement sera surchauffé, plus il sera humide, plus ça va aussi augmenter ces polluants-là. Donc en agissant sur ces paramètres dits de confort, on peut voilà, améliorer la santé aussi. On peut agir via l'aération et le système de ventilation, et puis on peut aussi réduire à la source les polluants. Donc les polluants biologiques, les polluants chimiques et les polluants physiques. Donc effectivement, euh, Monsieur Vetter, vous indiquez les sources électromagnétiques, on pourra en parler. Alors, sur les paramètres de confort, donc il y a des températures, on va dire, idéales, pièce par pièce, voilà, que les instances, enfin, les organismes, les pouvoirs publics indiquent, voilà, en termes de recommandations. Toutes les pièces de vie, donc salon, bureau et cuisine éventuellement, des
températures de 19 degrés suffisent. Et au niveau des chambres, donc des pièces qui ne sont pas occupées, on va dire, en permanence, avec un usage bien particulier, température 16 degrés. Alors ça peut paraître effectivement bas sur cette slide, mais entre voilà, 16-17, c'est relativement suffisant. Et surtout, au-delà des polluants, sur le sommeil, c'est aussi préférable de dormir dans une pièce qui n'est pas surchauffée. Voilà, et puis sur les pièces un peu plus techniques, on va dire notamment la salle de bain, donc il y a 2 températures d'indiquer, 22 degrés c'est en cas d'utilisation effectivement, et 17 quand la pièce n'est pas utilisée. Quand on a la possibilité, voilà, d'avoir un thermostat ou de régler ou de programmer son chauffage. Ça permet aussi de faire des économies quand on parle de sobriété énergétique aussi, voilà, on peut s'y retrouver. Concernant le taux d'humidité, l'humidité dans un logement, elle a plusieurs sources, à la fois l'activité humaine, hein, par notre respiration. Les activités, voilà, au niveau de la salle de bain, au niveau de la cuisine, vont émettre ce qu'on appelle donc de la vapeur d'eau. Les éléments extérieurs aussi vont agir sur notre logement. Donc, un temps humide, pluvieux, le taux d'humidité sera forcément plus important dans la maison. Et puis différents éléments aussi de capillarité, donc de remontée au niveau du sol, vont agir sur ce taux d'humidité dans la maison. Alors, il y a ce qu'on appelle une zone optimale à respecter, en tout cas à essayer de suivre au sein de son logement. Donc entre 40 et 60%, c'est voilà, une fenêtre, une zone optimale. Et on l'observe sur ce schéma-là, que quand on est en dessous de 40%, c'est favorable au développement des bactéries, des virus, mais aussi sur le développement ou l'accentuation, on va dire, d'infections respiratoires, de rhinite ou autre. Et quand on est au-delà de 60%, donc du coup un taux d'humidité assez important, on observe la même chose, c'est-à-dire que c'est favorable aussi aux autres polluants, on va dire, biologiques. Donc le fait d'agir sur ce taux d'humidité permet aussi de limiter les autres agents, notamment biologiques, ou voilà, d'agir sur la santé, on le voit directement. Ensuite, on peut agir donc via l'aération, qui reste le plus simple, et accessible au final, et puis sur les systèmes de ventilation. Alors, je vais vous soumettre un autre sondage. Là, l'idée n'est pas d'avoir une bonne ou une mauvaise réponse, c'est pas ça du tout, c'est plus de se questionner sur nos habitudes et nos pratiques. Alors, je vous lance la deuxième question. Donc, d'une manière générale, aérez-vous votre logement rarement, de façon occasionnelle, de façon régulière, tous les jours, ou voire même plusieurs fois par jour? En sachant que cette question, normalement, voilà, s'applique toute l'année, hein. Pas que là, on arrive sur une période printemps-été où on se pose moins la question sur l'ouverture des fenêtres. Mais c'est une question aussi qui porte sur la période hivernale. Alors, est-ce que tout le monde a pu répondre? Je mets fin au sondage et je vous partage les résultats, mais également, voilà, différents, enfin, sur ce graphique, on observe, enfin, sur ce schéma, voilà, que plus on aère quotidiennement, voire même plusieurs fois par jour, plus c'est favorable sur la qualité de l'air intérieur. Donc l'idéal, c'est effectivement de le faire au moins une fois par jour. En termes de durée, les recommandations, voilà, attendre 5-10 minutes par jour. Si on peut le faire le matin et le soir, c'est intéressant. C'est pour ça que c'est mis 2 fois par jour, tout simplement parce que
le matin, on peut avoir le réflexe, voilà, on se réveille le matin, on aère sa chambre, on n'est plus dans la pièce. Donc, que ce soit l'hiver ou l'été, voilà, la température ne va pas impacter directement sur nous. Donc l'aération le matin est peut-être plus facile à faire, mais l'aération le soir est intéressante aussi parce que toute la journée, si on n'est pas sur son domicile, le niveau de pollution peut réaugmenter petit à petit en fonction du chauffage, en fonction, voilà, du confinement, on va dire, du logement. Le fait d'aérer le soir en rentrant chez soi, ça permet d'abaisser vraiment le niveau de pollution aussi et de préparer aussi le sommeil si on aère la chambre. Voilà, donc les 2 fois par jour, c'est aussi intéressant. Ensuite, on peut, donc entretenir, enfin voilà, le renouvellement d'air se fait aussi, via, un système, on va dire mécanisé ou si vous avez une VMC, mais, via le système de la ventilation. Donc l'aération, j'ouvre mes fenêtres. La ventilation, c'est un système qui est complémentaire de l'aération. C'est 2 choses qui ont un peu le même rôle, mais qui se complètent. Et donc de vérifier, d'entretenir son système de ventilation, c'est, voilà, intéressant pour être sûr qu'elle soit bien fonctionnelle, qu'elle ne soit pas encombrée, par de la poussière, donc au niveau des grilles, accessibles. Et puis un test tout simple que chacun peut faire, chez soi, c'est, de vérifier que son système de ventilation fonctionne, si c'est mécanisé, avec une feuille de papier, et puis essuie-tout, voilà, un papier assez fin, à disposer sur la bouche de ventilation. Si le papier tient tout seul, c'est que l'aspiration est fonctionnelle. Ensuite, on peut donc là, on peut aussi agir à la source pour justement limiter la présence, des polluants. Donc je vais vous soumettre une autre question, dans le sondage. Hem, alors Parmi donc ces différents éléments, lesquels, présentent des allergènes, donc qui peuvent provoquer une réaction d'allergie? Le chat, la blatte, l'acarien ou la punaise de lit? D'accord, alors du coup, j'espère que tout le monde peut, visualiser le sondage. Alors, j'ai la totalité. Je vous partage les résultats, donc de vos réponses. Donc, voilà, 86 le chat donc, présente des allergènes, l'acarien aussi, effectivement, c'est ce qui est c'est les plus connus. Il faut savoir que, la blatte également peut être source d'allergie et alors la punaise de lit n'est pas un allergène. C'est un parasite, mais qui ne va pas provoquer de réaction allergique, donc de réponse du système immunitaire, en fait, à son contact. Par contre, ça peut effectivement provoquer, des réactions cutanées, quand on se fait piquer. Hem, alors si on détaille un petit peu chaque allergène, hem donc le chat ou de manière générale les animaux, le chat, le chien donc peuvent être source, voilà d'allergènes, peuvent être source d'allergies. Il faut savoir que les allergènes du chat sont essentiellement présents au niveau, de sa salive et de sa peau. On n'est pas allergique aux poils de chat, contrairement, à ce que l'on peut dire. Mais, voilà, la protéine se trouve, au niveau de la salive et de la peau et donc le chat, voilà, en faisant sa toilette, dépose cet allergène sur son pelage. Et c'est en ça que le poil étant, voilà, plus ou moins volatile, ça va se disperser dans la maison un peu partout, ou même se laisser, voilà, sur les tissus comme les canapés ou les lits et donc voilà, l'allergène peut se déposer comme ça. Les blattes peuvent aussi donc être allergisantes, via donc la carapace, voilà, l'insecte en lui-même et ses excréments.
On va retrouver cet insecte essentiellement dans des milieux humides, chauds, sombres, donc ils fuient la lumière. Donc généralement, on les voit, on peut les repérer, la nuit quand voilà, on revient dans la cuisine et si on remet un petit coup la lumière, bon, bah, on peut les voir se disperser. Elles vont être là où on va trouver de la nourriture. Donc bien, voilà, éviter de laisser de la nourriture, apparente, voilà, si on est dans un logement à risque. Les acariens donc, peuvent aussi provoquer effectivement de l'allergie. C'est peut-être l'allergène le plus connu. Donc, on va les retrouver dans de la poussière, essentiellement de literie, un peu dans de la poussière de maison, mais les sources principales, c'est les textiles, donc la literie, les canapés en tissu, les moquettes, les revêtements voilà, textiles. Et donc, l'acarien, qu'il soit vivant ou mort, est enfin, est allergène. Et puis, donc, la punaise de lit donc, est un parasite. Il va effectivement se nourrir de sang humain, donc c'est en ça que l'animal va piquer. Ça n'indique pas forcément un manque de propreté hein, dans le logement. Voilà, c'est une infestation dans le logement que l'on peut ramener par notamment des voyages. Si voilà, on pose nos sacs ou nos valises sur les lits, parce que du coup, ils vont être principalement ici. Donc l'idée, voilà, c'est pour éviter d'en ramener quand on part en voyage, bon, bah, d'éviter de laisser nos valises et nos sacs sur le lit quand on rentre ou quand on est, par exemple, à l'hôtel. Donc, que faire? Donc, il existe voilà, des diagnostics de présence pour essayer de les repérer. Quand on n'est pas allergique, voilà, la colocation avec les acariens et les animaux voilà, se passe très bien. C'est dès lors qu'il y a une allergie que voilà, les mesures d'entretien régulier, notamment par le lavage hein, de la literie ou par l'aspiration du logement, peut permettre de limiter la présence de l'allergène. Et l'aération peut aussi être favorable à la limitation de leur développement, sachant que par exemple l'acarien va se développer dans des milieux chauds et humides, donc au niveau de la literie. C'est pourquoi l'aération de la chambre tous les matins permet de stopper, on va dire, leur développement. Donc l'aération est aussi intéressante pour ça. Les moisissures, donc, qui peuvent être aussi source d'allergie. Point de vigilance, donc au niveau des pièces d'eau, voilà, qui peuvent être si un mauvais renouvellement de l'air par les ventilations, par exemple, une VMC en panne, ou bouchée voilà, par du scotch ou du coton. Bah, le renouvellement d'air se fait moins facilement et donc l'humidité peut persister. L'humidité peut aussi, voilà, les moisissures peuvent apparaître aussi si vous avez un dégât des eaux, si vous avez un pont thermique, un mur froid mal isolé, bah, l'humidité va venir se coller, va venir sur les murs froids et les moisissures peuvent se développer à ce moment-là. Les plantes peuvent aussi être source de moisissures. Vous avez dit effectivement les sources de pollution dans le chat, vous avez parlé des plantes. Les plantes peuvent aussi être source de moisissures. Donc, bien surveiller la terre des plantes, bien surveiller si les pots sont par exemple en terre cuite, bon, bah, vont être poreux, vont capter davantage l'humidité et les moisissures peuvent se former à ce moment-là. Donc, bien surveiller, voilà, que les moisissures ne se forment pas trop. Les pollens, alors ça, c'est un allergène de l'extérieur, mais qui peut contaminer, on va dire, nos logements, hein. Là, on est en pleine période. Sur le site du RNSA, donc le Réseau national de surveillance aérobiologique, il existe une appli que vous pouvez télécharger pour les personnes allergiques, qui permet justement de suivre, qui est intéressant, qui permet de suivre les allergènes, enfin, les pollens auxquels on est sensibilisé, suivant là où on habite. Donc, on renseigne notre localité. Et du coup, vous avez des alertes si voilà, les pollens vous concernant sont présents sur votre domicile, par exemple, votre lieu de vie. Et donc là, au niveau des habitudes à avoir, bon, bah, d'éviter de faire sécher le linge en extérieur au moment des pics, au niveau des pics polliniques, pour les personnes qui sont sensibilisées, de bien se rincer les cheveux et de changer de vêtements quand au retour d'une balade, voilà, sur l'extérieur, notamment en forêt par exemple, ou sur un lieu qui peut être chargé en pollen, pour éviter de déposer ça, voilà, au niveau de l'oreiller quand après on se couche. Ensuite, on peut donc limiter
effectivement, dans le chat, vous avez parlé des sources électromagnétiques. Donc, alors les polluants physiques, je reviendrai juste après celle-ci. Donc là, c'est notamment le radon. Donc le radon, c'est un gaz radioactif d'origine naturelle euh, qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française au rayonnement ionisant. On les retrouve dans certaines régions de France. Il y a 30 départements, je crois, qui sont en zone à risque. Donc, c'est un gaz qui est émis par des sous-sols granitiques et volcaniques. Donc, on va les retrouver principalement au niveau de la Bretagne, au niveau du Massif central, au niveau des Vosges, des Pyrénées. On peut les retrouver aussi en Franche-Comté et puis au niveau un petit peu du Morvan pour ce qui est de notre région. Donc, c'est un gaz voilà, qui peut se retrouver dans nos logements s'il y a un manque de renouvellement d'air suffisant ou alors un défaut d'étanchéité au niveau des sous-sols parce il va être émis par les sous-sols, donc il va se concentrer il est émis par le sol, donc il va se concentrer notamment dans les sous-sols de nos logements s'il y a des fissures, s'il y a un défaut de renouvellement d'air, une mauvaise circulation au niveau de ces pièces. Donc l'idée, voilà, c'est d'agir sur l'aération pour forcer son évacuation via la ventilation, via voilà, des travaux d'étanchéité aussi au niveau des sous-sols. L'objectif, c'est de limiter son entrée donc par une bonne étanchéité et de faciliter son évacuation via une bonne ventilation, une bonne aération. Donc concernant les ondes voilà, électromagnétiques, les sources électromagnétiques, donc, qui peuvent être émises par voilà, tout appareil, on va dire, qui utilise de l'électricité va émettre un champ électromagnétique. Le corps humain étant un tissu, enfin voilà, via le tissu vivant, il est conducteur, donc l'induction peut aussi se produire à l'intérieur du corps humain. Donc c'est en ça que il est recommandé, par exemple, au niveau parlant de CES. Alors je ne sais pas si vous visualisez bien sur la slide, c'est un peu petit. Les quelques recommandations qui sont émises, les bons comportements, donc pour limiter la potentielle exposition aux ondes électromagnétiques. Privilégier un kit main libre ou le haut-parleur au niveau de nos téléphones parce que du coup, ce que l'on va observer, c'est qu'au contact voilà, du téléphone proche de nos oreilles, par exemple, il y a un effet thermique, donc une augmentation de la température des tissus sous l'effet des ondes. Et c'est ce risque-là donc, qui est à limiter pour éviter voilà, de plus graves conséquences, d'éviter les conversations trop prolongées, donc voilà, dans une optique de diminuer l'exposition, de privilégier peut-être les messages textes pour communiquer, ce qui se fait peut-être aussi plus facilement maintenant, d'éviter de l'utiliser dans des transports en route, tout simplement parce que nos téléphones vont chercher à capter voilà, les antennes relais tout au long du trajet. Donc, les émissions seront les plus importantes via cette recherche-là. Et puis de privilégier des zones de bonne réception. Alors ça, c'est pas forcément évident là où on habite, mais par exemple d'éviter de téléphoner dans des ascenseurs ou de téléphoner dans des parkings souterrains, parce que là, du coup, le téléphone aura besoin d'émettre énormément pour capter les antennes relais. Ensuite, donc on peut aussi réduire les sources de polluants chimiques. Le premier polluant de l'air intérieur, contrairement à ce qu'on peut penser, reste le tabac. Voilà, malgré l'interdiction de fumer dans les lieux publics, la sphère privée reste un lieu, on va dire, de liberté. Donc voilà, le tabac est encore fortement, le tabagisme est encore fortement présent dans les logements. Donc là, les recommandations restent assez simples, de privilégier de fumer à l'extérieur et en dehors de la présence des enfants. Même si les enfants ne sont pas présents dans le logement, à savoir que le tabagisme au sein d'un logement, la fumée va se déposer partout, sur les tissus, sur les revêtements, et donc le tabagisme passif peut aussi se faire de cette façon. L'exposition peut aussi voilà, se faire de cette façon. Alors, il existe tout un tas de dispositifs
pour dépolluer, pour assainir notre logement. Avant de vous afficher les différents éléments qu'on trouve sur le marché, je vais vous laisser mentionner dans le chat, indiquer dans le chat ce que vous avez en tête comme, dispositif permettant d'assainir nos logements, permettant d'améliorer la qualité de l'air intérieur, donc en dehors de la simple aération, hein. Il existe voilà, tout un tas de choses. Du coup, je vais vous laisser m'indiquer dans le chat ce à quoi vous pouvez penser. Alors, j'ai pas de réaction. Alors, la housse anti-acarien, effectivement, est un dispositif intéressant pour les personnes allergiques. Pour voilà, limiter le contact avec l'allergène. Alors, il existerait aussi des peintures avec moins de polluants. Les plantes vertes permettraient aussi de dépolluer et puis d'éviter les produits chimiques émetteurs de molécules volatiles. Des produits d'entretien naturel, des meubles avec des matières brutes. Alors effectivement, là, les propositions permettent de réduire les polluants à la source. Est-ce qu'il existe des choses qui vont dépolluer, c'est-à-dire qui vont capter les polluants dans nos maisons pour les détruire, pour les éliminer? Alors, les lessives sans polluants, le mobilier d'occasion, ne pas utiliser de bougies. Alors, je vous affiche les éléments qui existent. Effectivement, vous avez déjà toutes les réponses hein, pour limiter les polluants chez soi de manière assez simple et basique. Alors, on peut voilà, trouver des éléments, on va en discuter juste après, mais on peut trouver des plantes que l'on dit dépolluantes. Les huiles essentielles voilà, sont vendues aussi comme ayant des propriétés assainissantes. Le papier d'Arménie peut être aussi vendu de cette façon. Il existe les purificateurs d'air, donc vous l'avez mentionné, les peintures qui vont aussi dépolluer. Alors, pour parler justement de tout ça, alors je croyais que le papier d'Arménie était un polluant, effectivement. François, vous avez raison. Ce qui était présenté là, c'est des solutions voilà, qu'on peut trouver sur le marché, des solutions qui en sont ou pas, hein, mais l'idée, c'est d'échanger là-dessus. Tous les produits qui sont dits purifiants, donc par exemple, le papier d'Arménie est vendu comme ça. Il peut être vendu comme, ou l'encens peuvent être vendus comme, produits qui vont purifier l'air de nos logements. Il faut savoir, voilà, comme vous l'avez dit, que ce sont principalement des polluants qui vont libérer des composés organiques volatiles qui peuvent émettre aussi dans la fumée des substances plus ou moins toxiques. Donc voilà, ce n'est pas forcément purifiant, c'est au contraire polluant. Il existe effectivement les appareils qui vont purifier l'air. Ces appareils-là sont moins efficaces qu'une bonne ouverture de fenêtre. Le risque, c'est qu'ils peuvent émettre, donc comme c'est indiqué sur le document, des nanoparticules ou même certains de l'ozone, qui est un risque aussi pour la santé. Ces appareils, normalement, sont équipés de filtres qui, du coup, s'entretiennent pour éviter que l'air vicié ne soit relargué dans le logement. Et puis, ces appareils-là peuvent être intéressants, mais dans des lieux qui ne peuvent pas être aérés, pour lesquels on ne peut pas ouvrir les fenêtres, par exemple. Voilà, sachant que la ventilation, normalement, dans ces bâtiments-là, est conçue pour voilà, pallier à un manque d'aération. Ou alors, pour un intérêt, ces appareils-là peuvent être intéressants dans un intérêt pédagogique de surveillance de qualité de l'air intérieur, justement, en fonction voilà, d'un degré de pollution que l'appareil nous indique. Bon, bah, du coup, on va aérer voilà, pour forcer l'évacuation. Sur les autres éléments, comme par exemple les huiles essentielles qui peuvent être vendues comme ayant des propriétés aussi assainissantes,
Les huiles essentielles peuvent être à risque aussi pour la santé, notamment pour les personnes voilà, un peu plus fragiles, les enfants, les femmes enceintes, les personnes sensibles, que sont notamment les personnes allergiques ou asthmatiques. Donc, il est recommandé voilà, de bien se faire conseiller par un professionnel qui est formé à cet usage, donc un aromathérapeute ou un pharmacien qui voilà, a une formation dédiée en aromathérapie et d'aérer après diffusion, donc ce qui pourrait paraître paradoxal. Mais voilà, pour limiter la concentration de ces substances dans l'air. Et puis surtout de proscrire le format spray qui va en fait diffuser des micro-gouttelettes dans la pièce. Voilà, ce format-là augmente aussi l'exposition. Les plantes dépolluantes, vous l'avez cité dans les propositions, c'est essentiellement un argument de vente. Alors, les plantes ont des propriétés voilà, décoratives, agissent sur le bien-être aussi au sein de son logement. Donc, l'idée n'est pas forcément de les supprimer, mais l'idée n'est pas d'en acheter dans l'objectif d'assainir son logement et du coup de ne pas aérer. Voilà. Certaines peuvent même provoquer des allergies à leur contact, donc ficus, yucca principalement. Donc voilà, les plantes dépolluantes ne sont pas forcément utiles pour assainir sa maison. Voilà, c'est essentiellement l'aération. Alors, je vous pose la dernière question. Je regarde en même temps le temps. Je vous pose la dernière question du sondage. Alors, sur effectivement les polluants chimiques, donc selon vous, donc sur les 100 000 substances chimiques autorisées sur le marché depuis les années 1920, on connaît les effets sanitaires pour combien d'entre elles? Est-ce, d'après vous, 48%, 19%, 8% ou 3%? Alors, je vous laisse encore un petit peu de temps. Alors, je ne vois plus bouger les réponses, donc je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Donc, la majorité voilà, d'entre vous part sur 8% et puis ensuite 19% et 48%. Bah, je vais vous décevoir. On est sur 3%. On connaît les effets sanitaires que de seulement 3 000 substances chimiques sur les 5 000 autorisées sur le marché européen. D'où l'importance d'appliquer ce qu'on appelle en santé environnementale, qu'on utilise quand même voilà, beaucoup, c'est le principe de précaution. On n'a pas les réponses pour tout. Donc dès lors que voilà, on connaît pas tout, retenez le message à retenir, c'est le moins, c'est le mieux. La réglementation a un rôle à jouer énorme à ce niveau-là. Voilà, pour que la réglementation évolue, il faut des études. Donc, voilà, que des études soient publiées pour indiquer des risques. Donc, plusieurs études, une seule ne suffit pas forcément. Pour des études, il faut de la recherche. Voilà, on va trouver que ce qu'on cherche. Donc, comme on n'a pas en tant qu'individu la main sur la réglementation, on peut, à notre échelle, en tant que consommateur, en tant qu'individu, en tant que citoyen, on peut voilà, agir via nos choix de consommation, alors de manière plus ou moins facile, hein, suivant la thématique. Mais il existe des alternatives qui sont simples, qui sont accessibles, pour justement essayer à notre échelle d'agir. Donc, vous l'avez dit hein, dans le chat, hein, vous avez déjà toutes les réponses, hein, de limiter les polluants chimiques, comment on peut faire. Donc, on va les retrouver au niveau de nos produits d'entretien, par exemple. Donc, on peut limiter le nombre de produits utilisés et la quantité. On peut limiter les parfums.
dans ces produits-là, le parfum ne nettoie pas. Le parfum est juste une molécule rajoutée pour, voilà, parce qu'en tant que consommateur, on a été habitué en fait à ce que ces produits-là soient parfumés. On va associer le propre à une odeur, à un parfum. Hem, le parfum ne nettoie pas. Voilà, donc de limiter les produits d'entretien parfumés, on va déjà limiter un grand nombre de polluants chimiques. D'aérer pendant l'entretien du logement pour justement évacuer ces pollutions-là et puis de privilégier peut-être des microfibres plutôt que des lingettes qui vont être aussi imprégnées de substances, qui vont pas forcément être rincées, hein, au contact, voilà, des surfaces. Donc, voilà, les microfibres restent plus saines. Et puis de privilégier, vous l'avez dit aussi, des produits plus naturels, comme du vinaigre blanc, du savon noir, voilà, des choses, on va dire un peu plus brutes, heu, qui peuvent quand même présenter un risque pour la santé, hein. Si on les utilise en tant qu'agent nettoyant, ils vont forcément être agressifs pour la saleté, donc ils peuvent être irritants. Le vinaigre blanc peut être irritant. Donc toujours bien veiller, à son utilisation, à une bonne utilisation et puis on peut se fier aussi aux labels, qui vont être, que l'on peut retrouver sur des produits plus conventionnels, mais qui vont être formulés avec moins de substances. On peut aussi aller vers, la fabrication, voilà, de produits, maison. L'aspirateur peut aussi véhiculer beaucoup de poussière, donc bien veiller à entretenir les filtres. Et puis de limiter l'usage de l'eau de javel. Voilà, il n'est pas forcément utile de désinfecter nos logements. En tout cas, notre milieu de vie, c'est notre environnement, c'est notre flore aussi. Donc, voilà, si on s'attaque aux bactéries et qui se trouvent dans notre logement, qui sont propres à notre environnement, ça peut aussi, voilà, être favorable au développement d'allergies notamment. Les polluants chimiques donc, peuvent provenir aussi des produits de bricolage, vous l'avez dit, donc toujours bien veiller à aérer pendant les travaux, d'éviter de réintégrer une pièce qui a été rénovée tout de suite, parce que du coup, elle va émettre énormément de polluants chimiques, de privilégier des périodes, printemps-été pour les travaux quand c'est possible, parce que l'aération est plus facile. Hem, privilégier des étiquetages dits environnementaux, donc là, vous l'avez, par exemple, le symbole A+, qu'on retrouve sur les peintures, sur, voilà, tous les matériaux de travaux, notamment. Et puis bien se protéger via des masques, lunettes, gants, suivant les activités de bricolage que l'on fait. Et puis sachez que les meubles peuvent aussi émettre des polluants. Donc ce qui est intéressant, c'est le mobilier d'occasion qui a déjà vécu, qui a émis des polluants ailleurs. Donc voilà, on peut s'y retrouver à plusieurs. Les arguments de l'occasion, voilà, sont multiples, hein, environnemental, le budget aussi, et puis la santé. Voilà, et quand on achète des meubles neufs, bah, toujours décanter le meuble dans une pièce qui peut être bien ventilée pour justement forcer, enfin, cette évacuation de polluants chimiques dans une autre pièce qui ne va pas être utilisée tout de suite. Voilà. Hem, je suis allée assez rapidement sur la fin parce que je voyais le temps défiler. Je reste disponible si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les mentionner dans le chat. Et puis juste pour faire une transition, il est prévu, dans la continuité de cette rencontre santé, de vous proposer des web ateliers par thématique, donc qui ont lieu, voilà, au mois de juin. Vous avez les dates et les horaires. Donc plus un atelier autour de l'alimentation et les contenants, donc plus vraiment la pièce cuisine. Nos aliments sont source de polluants, mais pas que l'aliment. Voilà, il peut y avoir d'autres polluants aussi, dans la cuisine. Un autre atelier plus sur la salle de bain, donc hygiène et cosmétique, et puis un autre un peu plus spécifique sur la chambre de bébé. Voilà, où justement ce public, enfin voilà, le bébé peut être beaucoup plus vulnérable, aux polluants de son environnement et notamment aux perturbateurs endocriniens. Donc l'idée, c'est de proposer un atelier spécifique sur cette thématique-là. Donc vous recevrez normalement, dans la continuité de ce webinaire, un mail avec un lien d'inscription si vous êtes intéressé, voilà, par atelier. Donc n'hésitez pas. Je vous mets quelques sites, de référence, voilà, si vous souhaitez,
vous renseigner et aller plus loin, sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention et puis je reste, voilà, je reste disponible si vous avez des questions, dans le via le chat.